Et donc maintenant on va parler du spoil. Alors pour ce qui est des fins, que ce soit des points positifs comme des points négatifs, il y a beaucoup de fins de nouvelles qui sont relativement tragiques ou mélancoliques, etc. Et j'aime beaucoup ça. La première se termine bien, celle de la Strige, mais finalement c'est à peu près la seule qui se terminera aussi bien en tout cas. Et puis même là elle se termine bien, mais Gérald est blessé, il y a un mec qui est mort dans l'histoire et tout, donc elle est pas non plus parfaite, c'est pas non plus une happy end à 100%. Mais justement, on pourra jamais vraiment prévoir si la fin va être positive ou non, parce qu'il y a de tout. Évidemment, celle du boucher de Blaviken ne va pas très bien se terminer, mais ça, on le savait un peu dans l'énoncé, puisqu'on savait que Gérald était connu comme étant le boucher de Blaviken, donc quand la nouvelle nous dit qu'il va aller dans cette ville, on se doutait que ça allait mal se terminer. Mais on comprend totalement pourquoi il a agi comme il a agi, et c'est justement ça qui est tragique. Et on comprend justement vachement la fameuse Pigrièche qui a décidé de pas renoncer à sa vengeance contre le mage. Et le mage, moi j'avais un peu moins d'empathie pour lui. Après on comprend qu'il ait peur de la fille parce que forcément elle lui en veut, elle a envie de le buter, donc voilà. Qu'il lui ait fait ça quand elle était enfant, c'est un truc perso je pardonne moins facilement aussi. Même si j'aurais préféré évidemment que Renfri, donc la Pigrièche, renonce à sa vengeance, mais... Donc encore une fois, on comprend tout le monde et c'est intéressant. On comprend même d'ailleurs pourquoi... Parce que du coup, Gérald, en fait, les gens qui massacrent, c'est la bande de sbires, entre guillemets, de Renfri, la Pigrièche. Enfin, c'est une bande de compagnons, plutôt, on va dire. En gros, elle a recruté des mecs qui étaient des bandits un peu à droite et à gauche, ou des mecs qui étaient connus... pour foutre le bordel, pour être des tueurs et compagnie. Des mecs pas très bien vus, elle les a recrutés, rassemblés, et elle les a emmenés avec elle, où ils sont tous d'accord pour dire qu'ils aiment pas les magiciens et qu'ils ont envie de buter le magicien. Et donc, Gérald, au départ, il va leur demander juste de partir, mais eux, ils vont pas partir, ils vont essayer de revenir en ville, et Gérald va penser qu'ils vont peut-être commettre un massacre dans le marché. Du coup, il va se battre avec eux, pour protéger la ville. Et il va tous les buter. Ça va faire un gros massacre parce qu'ils étaient un certain nombre. Je sais plus s'ils étaient 12 ou 13 ou un truc comme ça, ou 8, mais enfin dans tous les cas, ils étaient une bonne dizaine. Donc ça fait beaucoup de cadavres sur une place le matin, comme ça, en début de marché. Même si le maire et tout l'aimait bien au départ, on comprend qu'il les chassait. Et on comprend qu'après, il a une mauvaise réputation. Même s'il a fait ça pour protéger les gens, voilà quoi. Ça reste, une fois que les gens sont morts, on se dit moins qu'ils étaient dangereux et qu'ils allaient peut-être tous nous buter, surtout que il les a butés avant qu'ils attaquent, donc il n'aura pas de remerciement pour ça quoi. Donc là je vous raconte la fin de ça pour vous dire, je l'ai beaucoup aimé cette nouvelle, d'autant que les amis, justement les compagnons de la Pigrièche, on apprend à les connaître, et même s'ils envoient des vannes à Gérald et qu'on peut les trouver un peu agaçants, moi je les trouvais quand même sympathiques, assez classe, ils étaient bien décrits et on pouvait... s'attacher à eux en quelque sorte avant que Gérald les tue. Et donc c'est d'autant plus triste quand on les voit se battre et quand on sait que c'est eux qui vont mourir, on se sent quand même relativement déprimé. On se dit pas qu'on s'en fout quoi, parce qu'on avait quand même appris à les connaître et à les apprécier avant. Et en plus ils se battent bien, ils se laissent pas tuer comme des cons. Et du coup ça fait, on se dit aussi c'est bête sur ce plan là quoi, parce que c'était pas des mecs complètement lambda. C'était pas des mecs inutiles, complètement quelconques, quoi. Donc, c'est assez triste. Et puis, il y a aussi la Pigrièche qui essaye de dire à Gérald, serre-moi dans tes bras et tout, quand elle est en train d'agoniser. Et en fait, on comprend qu'une fois qu'elle meurt, il voit qu'elle avait un petit poignard caché dans sa botte, quoi, sur lequel elle avait mis la main. Donc, en gros, elle allait essayer de le buter... s'il avait pitié d'elle. Donc, lui, il était resté impassible, il l'avait pas prise dans ses bras comme elle le demandait, mais sur le coup, on se dit, il est pas sympa, mais en fait, après, on se dit qu'il avait raison, et encore une fois, c'est triste. C'est triste, mais c'est compréhensible, c'est réaliste, et voilà, donc c'est encore plus triste. Et donc, les nouvelles où il y avait des sous-entendus qui m'ont perturbée, c'est par exemple le bout du monde, donc la nouvelle où il y a les elfes,
À la fin, Gérald parle avec le chef des elfes et il leur dit de toute façon, là tu crois que tu vas pouvoir aller vivre dans tes montagnes en mangeant du blé que vous avez volé aux paysans, mais ça va pas durer très longtemps. Au bout d'un moment, vous allez en avoir marre de survivre comme ça, comme des voleurs, comme des animaux. À un moment, tous tes potes, ils vont descendre dans la vallée et ils vont aller se battre contre des humains, quitte à se suicider, parce qu'ils seront minoritaires, juste pour mourir dans la dignité et pas crever comme des cons de maladie dans la montagne, comme des animaux, quoi. Et sur le moment, le chef des elfes lui dit, on verra bien comment ça va se passer. Et un peu plus tard, en fait, quand Gérald et Jaskier sont sauvés et qu'ils vont se quitter, l'elfe lui dit ouais en fait t'avais peut-être raison. Je crois que l'elfe lui dit oui j'espère qu'on se reverra à ce moment-là et que tu te montreras à la hauteur. Et Gérald dit je ferai mon possible. Là moi je comprends pas de quoi on est en train de parler. J'ai des hypothèses mais j'ai aucune certitude et ça me contrarie énormément. J'ai l'impression de rester justement sur ma faim et de pas bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ce dialogue. Parce que de ce que j'en sais, encore une fois, donc gros spoil pour la suite, les elfes vont effectivement descendre de leur montagne et aller se fighter contre des gens, parce que dans les romans, il y a les Scoatels qui vont être justement tous les non-humains, enfin une alliance des non-humains qui vont vouloir se battre contre les humains, mais en particulier les elfes, qui sont à l'origine de ça et qui sont la majorité de ça, qui vont donc être considérés comme des bandits, des traîtres, des rebelles, machin, comme les humains, enfin des fouteurs de bordel, quoi. Et eux, ils vont dire qu'ils veulent récupérer leur place dans la société, montrer qu'ils ont le droit d'exister, plus se laisser faire et pas se laisser asservir par les humains, etc. Donc, oui, il va y avoir une guerre des non-humains contre les humains, les elfes vont descendre, etc. Et Gérald, qu'est-ce qu'il va faire, à ma connaissance? Il va ne pas prendre parti, comme d'habitude. Mais quand il dit « je ferai mon possible », qu'est-ce qu'il veut dire? Et quand... Parce que moi, ce que je comprends, quand l'elfe dit oui, à ce moment-là, j'espère que tu seras là et que tu nous décevras pas et machin, je me dis, il est en train de lui dire, j'espère qu'à ce moment-là, on fera un beau combat et que tu nous permettras de mourir dans la dignité. Moi, c'est ce que j'ai l'impression de comprendre. Et le truc, c'est que Gérald, quand les elfes vont réellement se battre contre les humains, il va essayer de ne pas prendre parti. Donc pourquoi il dit, je ferai mon possible? Tu dis, si il était en train de te demander de vous tuer, pourquoi tu lui dis oui alors que en fait t'es un non-violent et tu vas pas vouloir les tuer? Vraiment, je comprends pas ce dialogue. Si jamais il fallait comprendre autre chose et que vous l'avez lu et que vous le savez, que vous avez compris les sous-entendus, dites-le moi, parce que moi je ne le comprends pas. Et c'est juste un exemple notable, mais il y en a plein d'autres. Et notamment l'exemple le plus flagrant, et qui était celui que j'avais déjà cité à l'ami qui m'a donné les livres audio, c'est à la fin du dernier vœu. Donc c'est Gérald qui doit faire les vœux, parce que finalement c'est lui qui avait le sceau qui retenait le génie prisonnier. Pour que Yennefer puisse le capturer, elle a besoin que Gérald prononce son dernier vœu. Gérald au début ne veut pas le prononcer, et il lui dit laisse tomber, laisse partir le génie, tu vas juste te faire tuer. Et elle lui dit prononce-le, parce qu'une fois que tu l'auras prononcé, je suis sûre que je vais arriver à le capturer. En attendant, le génie est en train de péter toute la ville. Quand la maison est sur le point d'exploser, on nous dit Gérald prononça son dernier vœu. Après, on a une ellipse et on les revoit plus tard, Gérald et Yennefer, qui sont au milieu de la maison explosée, un peu écroulés l'un sur l'autre dans un endroit qui a été miraculeusement épargné. Et après, Yennefer dit mais pourquoi t'as fait ce vœu-là? Tu m'as complètement pris au dépourvu, tu viens de te condamner à moi. Et après, dans la description de la scène où on comprend qu'ils vont baiser, pour ne pas du tout être subtil, on nous dit, genre ils passèrent un moment qui était semblable à une éternité, puisqu'il était question d'éternité. Donc je me dis, avec les éléments que j'ai, je me dis, le dernier vœu de Gérald, est-ce que c'était pas de dire je veux aimer Yennefer pour l'éternité? C'est ce que je trouve logique avec les éléments que j'ai. Mais le fait de ne pas avoir la réponse, qu'on voit jamais nulle part, en plus on nous a dit je sais pas combien de fois pendant la nouvelle que chaque mot prononcé était important parce que les génies avaient tendance à interpréter les choses au sens littéral. Donc on a besoin des mots exacts. Pourquoi on nous donne pas la phrase, putain? Franchement, moi ça me saoule, ça me prend la tête et j'aime pas rester sur un non-dit, un sous-entendu comme ça. Alors évidemment, vous allez me dire ça contribue à la subtilité parce que justement, on sait pas vraiment pile ce que Gérald a dit, donc on sait pas pile ce qu'il ressent, ce qui se passe entre eux. Mais moi, j'aime pas ne pas savoir. Ça me prend la tête, honnêtement. Et puis, je reste frustrée parce que j'ai l'impression qu'on m'a construit une pyramide où il manque une brique et que ça peut s'écrouler à tout moment. Du coup, ça me donne un sentiment totalement inconfortable. Certes, sur le moment, ça contribue à mon attention
parce que je me dis merde, il me manque des éléments, il faut que je les retrouve, donc je suis concentrée à essayer de chercher des indices, de déduire les trucs. Mais ça, j'aime bien faire ça, mais j'aime bien après au final avoir la réponse. Si on me pose une énigme, je veux qu'au final on me donne la réponse, je veux pas qu'on me laisse en me disant oui, t'as peut-être raison, t'as peut-être tort, je ne sais pas. Non, j'aime pas du tout ça. Donc ça, c'est typiquement ce qui a contribué à faire que j'avais beaucoup de mal à suivre la première fois que j'ai lu et que j'ai eu du mal à accrocher. Enfin, je comprends d'autant mieux ce que j'ai ressenti en le réécoutant pour la 3e fois et plus lentement grâce au livre audio, parce que justement, là, les éléments qui m'ont dérangé, je les ai vus en souligné, en agrandi et en gras, quoi. Et donc ça, ouais, ça me plaît pas. Moi, je veux vraiment savoir quel était le vœu exact de Geralt, parce qu'en plus, ce que je suppose aussi, en y réfléchissant avec mes déductions de Sherlock Holmes en herbe, c'est que Geralt, étant donné qu'il dit lui-même qu'il est un mutant et que normalement il peut plus éprouver d'émotions, etc., peut-être qu'il pouvait plus logiquement tomber amoureux, mais encore une fois, c'est que des peut-être, hein. Et que du coup, comme ça faisait des années qu'il couchait avec un certain nombre de filles, mais qu'il ressentait pas plus de choses que ça, il s'est dit, enfin que lui-même il était nostalgique entre guillemets de ça. Il avait commencé à avoir un petit kiff pour Yennefer, mais il se disait, est-ce que j'ai vraiment la capacité d'être amoureux ? Je sais pas. Donc en gros, il a peut-être fait le vœu d'être amoureux parce qu'il était pas sûr d'en être capable en tant que sorceleur, en tant qu'être modifié, qui est pas censé avoir d'émotions, etc. Donc, enfin, il avait besoin de faire un vœu parce qu'il se sentait peut-être pas capable, justement. Il avait envie de l'aimer vraiment et pas juste que ce soit une petite passade vite fait. Donc je trouve ça tout à fait noble et tout à fait intéressant, mais j'aimerais vraiment avoir des confirmations, en savoir plus, etc. Évidemment, on sait très bien que Geralt, c'est pas le mec qui va nous expliquer pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qui lui a pris. Et voilà, lui-même, il a tendance à pas trop savoir ce qui lui a pris et à pas forcément aimer creuser. Il aime pas trop qu'on le psychanalyse et tout, donc voilà, mais j'aimerais au moins savoir quels sont les mots exacts qu'il a dit pour pouvoir mieux comprendre et mieux réfléchir justement à qu'est-ce qui lui a pris, qu'est-ce qui lui est passé par la tête. J'aime pas qu'il me manque des éléments. Et d'ailleurs, autre truc à souligner, dans le livre audio, il manquait le dernier chapitre de cette nouvelle qui ne disait rien d'important. En fait, on nous a arrêtés sur le moment justement où Geralt couche avec Yennefer. Et dans le livre, il y a un chapitre de plus où on entend, on voit Jasquier et les elfes, le maire de la ville et tous les gens qui s'étaient planqués pendant que toute la ville était détruite, qui s'approchent de la maison détruite dans laquelle Geralt et Yennefer étaient et qui disent oh là là, ils doivent être morts, ils peuvent pas avoir survécu et tout ça. Et puis en fait, ils entendent les gémissements de Yennefer et puis ils font, enfin. Il y a Jasquier qui fait oh là là, elle est encore en vie, je l'entends gémir, mais dis donc, elle doit beaucoup souffrir, ils doivent être blessés et tout ça. Puis il y a l'elfe qui fait oh non, laissez-les tranquilles. Et du coup, ça se termine comme ça dans le bouquin. Et je sais pas pourquoi dans le livre audio ils ont pas mis ce chapitre qui certes n'apporte pas d'éléments importants à l'histoire, mais qui est rigolo. Enfin voilà quoi, c'est vrai que c'est pas super important, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis alors qu'il existait. Je me disais bien quand j'ai écouté le livre audio que j'avais la sensation qu'il manquait quelque chose, du coup j'ai réouvert le livre pour aller vérifier, et effectivement il manquait ce chapitre-là, donc je ne sais pas s'il en manque d'autres. Moi je me suis rendu compte de ça, mais ça se trouve il y avait d'autres endroits où on nous a squeezé des trucs. Je sais pas, en tout cas, si c'est le cas, ma question est vraiment pourquoi finalement ? Pourquoi avez-vous fait ça les mecs ? Est-ce que vous l'avez pas fait exprès ou pas ? Et si c'est le cas, c'est pas très professionnel. Surtout que vous vendez vos trucs avec Audible, là. Donc voilà, moi je vais pas me plaindre vu qu'on me l'a donné, mais pour les gens qui payent, vous pourriez quand même leur mettre la moindre page du livre et pas en oublier. Voilà, ceci était mon coup de gueule. Donc voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire sur la fin. Après la fin, la toute fin du livre, où on voit Geralt qui s'en va avec Jasquier après que des gens aient voulu se battre contre lui et tout ça. Et puis on sait qu'il va se passer des choses entre guillemets tragiques parce que justement Yola, qui est une des filles du temple, a une vision où il y a plein de sang, des os qui éclatent et tout quand elle touche Geralt. Et on sait que du coup Nenneke, la prêtresse, lui dit bah non mais reste ici, en gros pour pas que ça se réalise, et Geralt lui dit non je dois y aller. Donc on sait qu'il va vers d'autres aventures qui seront toujours aussi sombres, et ce sera effectivement le cas. Donc c'est pas mal comme fin, une fin à la fois ouverte et en même temps où on a bien le sentiment de la conclusion de quelque chose. Émotionnellement, chaque fin de nouvelle est différente et intéressante, et la fin du bouquin, elle est pas mal non plus. Les fins sont vraiment aussi un point positif
dans ce livre où quasiment tout est positif, cela dit. Même si la seule chose, comme je vous dis, qui m'a gênée, c'est les sous-entendus. Donc voilà ce que j'avais à en dire, et je vous reviendrai pour vous parler prochainement de l'épée de la Providence, qui est le 2e tome de nouvelles, puisque je vous dis que je ferai le temps de l'orage à la fin. Et ensuite pour le sang des elfes et les autres tomes qui seront les romans. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt et salut!